Bienvenue à tous. En cette fin d'année, nous vous invitons à revoir les meilleurs moments de notre émission L'Europe dans tous ses états. Depuis janvier, nous avons sillonné l'Union européenne à raison d'un pays par mois pour vous en faire rencontrer les acteurs politiques, économiques, les simples citoyens, des Européens frappés par la crise. Car pour réduire leur endettement, les pays du Sud se sont soumis à des cures d'austérité sans précédent. C'est le cas au Portugal où le gouvernement conservateur de Pedro Passos Coelho vient à nouveau de faire adopter un budget d'une rigueur exceptionnelle pour 2014. Et pourtant, le chômage concerne déjà plus de 15% des Portugais touchés dans leur chair, comme nous le montre notre envoyé spécial, Alix Le Bourdon. Sou Maria José, tenho 67 anos, sou reformada há 2 anos. Retraitée, mais loin d'être inactive. Dans le secret de son salon de 5 mètres carrés, l'ancienne couturière travaille encore 4 à 6 heures par jour. Cette machine, elle l'a achetée avec son premier salaire. C'était il y a plus de 45 ans, presque autant d'années de cotisation. Et pourtant aujourd'hui, elle ne perçoit que 306 € par mois. Les récentes mesures d'austérité n'ont pas épargné les petites retraites. Ils ont encore baissé ma retraite de 5 €. Ça ne paraît pas énorme comme ça, mais pour moi ça compte. Ils me les ont pris. Ils n'auraient pas dû. Couper dans les dépenses publiques, d'accord. Mais c'est dans les gros salaires qu'il faut piocher. Sinon on ne va pas s'en sortir. Malgré tout, elle s'estime heureuse d'avoir pu prendre sa retraite à 65 ans. Quelques mois plus tard, le gouvernement repoussait encore d'1 année l'âge légal de départ. Maria José n'a pas eu d'enfant, mais aujourd'hui, c'est pour les jeunes générations qu'elle et son mari s'inquiètent le plus. Olá, meu nome é António Lopes, trabalhava como engenheiro civil até há pouco tempo e agora sou agricultor. Cette serre a remplacé les 4 murs de son ancien bureau. Antonio travaillait dans la construction, mais en 2012, son entreprise a licencié 120 employés sur 140. Après l'effondrement du secteur du bâtiment, impossible de retrouver un emploi dans sa branche, malgré son bac+5. Sincèrement, je n'aurais jamais pensé devenir agriculteur. D'un côté, la crise m'a ouvert le monde de l'agriculture, mais de l'autre, j'ai perdu une partie conséquente de mon salaire. Aujourd'hui, Antonio gagne 700 € par mois, soit 1 300 € de moins que son salaire d'ingénieur. Malgré tout, lui et ses collègues s'estiment chanceux de pouvoir travailler, alors que le chômage touche plus de 18% de la population. Olá, eu sou Guilherme Batista, encontro-me no desemprego há 3 anos. Depuis 2010, ce père de famille a envoyé plus de 200 CV, suivi 2 formations sans succès. Il n'a même pas pu décrocher un entretien. Bibliothécaire, sa femme gagne 565 € par mois. C'est le salaire minimum au Portugal. Pour faire vivre sa famille, elle a dû accepter un 2e emploi de femme de ménage. Il faut qu'on se serre la ceinture. C'est terrible, on n'a plus la même joie de vivre qu'avant. Leur fille commencera ses études supérieures l'année prochaine. Problème, les mesures d'austérité ont réduit de 6% l'allocation chômage de Guilherme. Par jour, il touche à peine 14 €. J'appréhende le moment où Raquel va commencer ses études. J'ai peur qu'elle soit contrainte d'arrêter en cours car je n'aurai pas les moyens. En attendant, la famille essaie tant bien que mal de mettre un peu d'argent de côté. Les courses se font au détriment de la qualité. Depuis 2011, la TVA s'élève à 23% sur certains produits. J'adorais l'espadon, surtout grillé. Maintenant, je ne peux plus me le permettre. La morue non plus. Le poulpe, je n'y pense même plus. C'est tout à fait exclu. Guilherme a été victime d'un licenciement économique qu'il conteste. Avec un ancien collègue, il se rend dans les locaux de son syndicat pour étudier les recours possibles. C'est le résultat de la crise, bien sûr, mais aussi de toutes ces mesures injustes qui ont été adoptées et qui ont créé beaucoup de difficultés, notamment aux petites entreprises. Au sein du syndicat, des cas comme celui de Guilherme sont de plus en plus fréquents. Je suis en dépression profonde. Je m'enfonce, de jour en jour un peu plus. Je ne vois aucune lumière au bout du tunnel. Olá, meu nome é Luís Reis e sou presidente da Confederação de Serviços de Portugal. À la tête d'une chaîne de grands magasins, ce chef d'entreprise a récemment tiré la sonnette d'alarme contre l'austérité.
Une dose d'austérité était nécessaire, mais en même temps, ces 2 dernières années, il est clair qu'une partie du plan d'austérité est allée beaucoup trop loin. Résultat, en 2012, la croissance portugaise s'est rétractée de plus de 2%. Ce peuple de travailleurs avait un temps accepté de se serrer la ceinture, mais aujourd'hui, il s'insurge contre des mesures qu'il considère aussi drastiques qu'inefficaces. Le Portugal a été soumis à une sorte de dictature des finances au détriment de l'économie. Il faut un équilibre plus grand. Un pays ne se développe pas sans une économie forte. En attendant, le bilan est bien sombre après 2 ans d'austérité. La population est au bord de l'asphyxie et la situation économique du pays est loin de s'être améliorée. Alors face à la récession, certains se bougent pour organiser la solidarité. Et nous avons été émus avec nos invités élus européens par plusieurs initiatives. Ainsi, en Bulgarie, dans des boulangeries, on laisse derrière soi le pain du pauvre, tandis qu'en Italie, on ravive les théâtres menacés de fermeture par des mises en scène citoyennes et créatives. Regardons. Le pain suspendu, alors montrez-nous ça. Voilà, j'achète un pain, normalement, je paie les 2. Le ticket fiscal pour l'un des pains apparaît sur la vitrine, la propriétaire du magasin le met là. Et ensuite, il y a quelqu'un qui ne peut pas acheter lui-même, qui peut voir sur la vitrine ce qui est disponible. L'idée est venue de Naples avec un café suspendu. Mais ici, un groupe de propriétaires de petits magasins ont décidé qu'en Bulgarie, ce qu'il faut, ce n'est pas du café, c'est du pain, c'est de la nourriture, c'est des choses que les gens peuvent apporter à la maison. Dans ces théâtres, on a joué de très grands spectacles. Les meilleurs comédiens, les meilleurs metteurs en scène venaient ici. Il y a 1 an et demi, le théâtre était menacé de privatisation, soit de fermeture. Ça aurait été un véritable scandale. Mais il a été sauvé par un mouvement, quelque part spontané, de travailleurs, de gens qui travaillent dans les spectacles, qui se sont mis ensemble et qui ont donc créé une structure, je ne dirais pas vraiment alternative, je dirais vraiment innovative plutôt. On est environ une trentaine de personnes à vivre ici pratiquement tout le temps, donc à présider cet endroit et à dormir ici depuis 19 mois. Et en fait, on lutte, on refuse cette logique de privatisation parce que même si en Italie on dit qu'avec la cultura non si mangia, c'est-à-dire qu'avec la culture on ne mange pas, ici nous on est en train de faire de la culture, de faire des choses importantes et de manger aussi. Conséquence des frustrations et de la récession, les forces populistes, eurosceptiques et xénophobes progressent un peu partout. En France, par exemple, Marine Le Pen table sur un bon score du FN aux prochaines élections européennes qui lui permettrait de créer un groupe d'extrême droite au Parlement européen. Un groupe qui n'irait pas jusqu'à compter le parti néo-nazi Aube dorée, un parti devenu infréquentable en Grèce depuis l'arrestation de son chef et de 2 députés. Ils sont accusés d'appartenance à une organisation criminelle liée au meurtre en septembre dernier du rappeur Pavlos Fyssas. Notre reporter s'est plongé dans l'univers très particulier d'Aube dorée. Arrestation spectaculaire par la police antiterroriste. Ici, il s'agit de leur chef, Mikaloliakos, appelé le Petit Fureur, ainsi qu'une trentaine de membres de l'Aube dorée. Chez l'un d'eux, Christophe Papas, la police découvre drapeau nazi, armes et de nombreuses références au Troisième Reich. Au journal Ephemeritza, Dimitris Psaras enquête depuis plus de 20 ans sur le mouvement et s'est procuré les statuts secrets de l'organisation. C'est un ensemble très hiérarchisé avec 2 pôles. Le pôle politique, qui est public, et le pôle militaire, qui lui est caché, comme dans tous les mouvements nazis. Le chef a le contrôle absolu du mouvement. C'est lui qui décide de tout. À partir de là, il y a des grades. Il y a le chef des opérations qui s'appelle Falagarkis, et en dessous, ils suivent des grades comme dans l'armée. Sauf qu'ils n'ont pas les mêmes appellations. Ils utilisent les noms des régiments de l'époque fasciste.
Ensuite, ils se répartissent sur différents secteurs, avec un noyau dur, puis différents bataillons. Parmi ses leaders, Ilias Panayotaros, arrêté lui aussi le 28 septembre dernier, avant d'être relâché et placé en détention provisoire. Il est réputé pour sa haine des étrangers. Nous menons une sorte de guerre. Ça arrive maintenant parce qu'il y a plus de morts tout le temps. Quand il y a des millions d'immigrés illégaux qui tuent, violent, attaquent, qui veulent imposer leur façon de vivre et leurs traditions de manière violente, dans notre patrie comme ailleurs, nous sommes en guerre. Leur guerre, ils la mènent drapeau grec dans une main et barre de fer dans l'autre. Sur ce marché, ils commencent par contrôler l'identité des vendeurs, puis mettent à sac en toute impunité les stands de tous ceux qu'ils considèrent comme clandestins. Patrick, lui aussi, a subi les violences de l'Aube dorée. De la parole menaçante, ses partisans sont passés aux actes. Je suis arrivé avec ma clé pour ouvrir comme toujours. J'ai trouvé, il y avait un cadenas et un autre cadenas sur la porte. Alors je suis arrivé, il y a des gens qui sont venus vers moi, ils m'ont dit aujourd'hui tu n'ouvres plus ton magasin. Et autour de 1h30 du matin, mon téléphone a sonné. On m'a dit, elle le fait dans ton magasin. C'est un jeune d'entre eux, il venait souvent ici, avec des t-shirts noirs, avec là ici, parce que je lis grec, Chrysiavgi. Chrysiavgi, l'Aube dorée en grec. Il a alors porté plainte et nous dit avoir reçu des menaces de mort. À la sortie du bar, notre caméra a été repérée. Patrick nous désigne cet homme comme l'un des responsables des dégradations. Nous décidons d'aller le voir. Après plusieurs minutes de négociation, il accepte de nous répondre. On lui a demandé de ne pas ouvrir son magasin, parce que cela nous dérange. Ça fait du bruit. Et lui, bizarrement, il n'a pas compris. Et parce que nous avons décidé qu'on ne veut pas que le magasin ouvre, on a cassé la vitre pour qu'il n'ouvre pas. Il niera toute appartenance à Aube dorée. Pourtant, sur cette photo, on le voit serrer la main de Yorgos Roupakias, l'assassin de Pavlos Fissas, et plusieurs journaux font état de ces opérations punitives au nom du mouvement. En Grèce, les ONG dénoncent plusieurs centaines de cas de violences racistes depuis 2009, et pourtant très peu d'arrestations ont suivi. Certains y voient le signe de lien fort entre la police et Aube dorée. Là, c'était le 28 février 2012. Nous avons brûlé le drapeau de ce groupuscule néo-nazi en tant que policier en uniforme pour dire clairement à l'État qu'il était temps d'agir contre ces comportements inacceptables. Notre syndicat avait repéré le danger au sein de la police depuis longtemps et avait tiré la sonnette d'alarme et personne ne nous a écoutés. Au ministère de l'Ordre public, on se défend de toute passivité ou de toute complaisance à l'égard du mouvement. Ce n'est pas exact de dire qu'aucune action n'a été prise avant. Du fait du meurtre de Fissas, nous avons pu établir qu'il faisait partie d'une organisation criminelle, qu'il ne s'agissait pas seulement de cas individuels, de personnes qui se disputent, qui se battent ou même se tuent entre eux, mais clairement d'une organisation criminelle qui a été créée dans le but de générer de la violence, de disséminer de la violence, des incidents contre les étrangers et éventuellement les tuer. Cela fait une grosse différence. Une loi a été votée le 23 octobre supprimant tout financement public à l'Aube dorée. Certains craignent pourtant que les procédures pénales à l'encontre de ses membres n'aboutissent pas et que, comme ils l'affichent fièrement sur leur façade, l'Aube dorée ne meurt jamais. Aube dorée espérait d'ailleurs se refaire une santé dans les sondages après l'assassinat de 2 de ses membres, mais le parti n'est parvenu à mobiliser qu'un millier de manifestants pour soutenir ses dirigeants emprisonnés. Et maintenant, nous continuons sur notre lancée. Dans notre programme, nous avons battu le pavé en compagnie d'eurodéputés de tous les pays. Ils nous ont fait découvrir les facettes de leur mère patrie en les parcourant des journées entières. Et pour montrer l'Europe qui se bouge, nous n'avons pas lésiné sur les moyens de transport par la terre, sur l'eau ou dans les airs. Embarquement immédiat. Bonjour, Sierra 5, Delta Juliet Juliet.
Lac Bled, c'est un endroit extraordinaire, magnifique, avec son île, avec l'église. C'est la région alpine, c'est vraiment quelque chose à voir. C'est le bateau qui traditionnellement servait à transporter le Porto qui venait de la vallée du Douro. Funiculaire très moderne. C'est très moderne, c'est quelque chose de très nouveau. Ljubljana, c'est 200 000 habitants, mais beaucoup plus de touristes. C'est vrai, c'est très petit, mais très charmant. Oui, c'est un moyen de transport très populaire auprès des touristes. Et auprès des Portugais aussi, les gens de Lisbonne. Quand j'étais petite, il y avait plein de lignes de tramway. J'espère que maintenant, on a conscience de l'importance de l'énergie propre. Oui, le vélo fait partie de notre ADN aux Pays-Bas. Bon d'accord, il manque le cheval, la natation ou le saut en parachute, mais nous les réservons pour les prochaines émissions. On se retrouve dans quelques minutes après les infos pour la seconde partie de notre programme.